Monsieur le ministre, bonjour. Merci de nous recevoir pour ce point d'étape après une semaine, qu'on disait tendue, difficile, exceptionnellement crispée. Et puis brusquement, on aperçoit que les choses se décrispent après une semaine de négociations, âpres, de contacts tous azimuts. Pour vous, c'est un ouf de soulagement? Non, parce qu'on connaît l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, on connaît l'histoire de ce dossier, et je pense que c'est utile de se poser, comme on l'a fait avec l'ensemble des interlocuteurs du dossier, comme d'ailleurs je vous en remercie de m'inviter et je vous salue pour nous poser ici au ministère des Outre-mer au terme de cette semaine. Terre de parole, dit-on, encore faut-il créer les conditions de cette discussion. Et c'est vrai que sous l'autorité du président de la République, avec le Premier ministre, on a cherché aussi à sortir un peu des sentiers battus. Je l'avais déjà fait avec ma visite au mois d'octobre dernier, 3 semaines sur place. J'ai essayé d'avoir une parole franche, engagée. On ne peut pas faire comme si on ne voyait pas que l'accord de Nouméa était bientôt terminé, quoi qu'il arrive. En cas de oui, en cas de non, une nouvelle période s'ouvre devant nous. Mais l'ensemble du système était comme stérilisé, en fait, en apesanteur, que l'on soit indépendantiste ou au contraire partisan du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer le jour d'après? C'était normal que l'État partenaire joue pleinement son rôle. Il l'a fait en 88, il l'a fait en 98. Là, ce n'était pas le temps d'un accord. Il y a déjà un accord. C'est l'accord de Nouméa. On n'était pas là pour conclure un nouvel accord. En revanche, sécuriser la fin de l'accord en question et commencer à réfléchir par des discussions politiques au jour d'après, en passant par une méthodologie nouvelle, on va y revenir, c'est-à-dire le travail sur les réponses du oui et du non, qui était une demande d'ailleurs ancienne des indépendantistes, c'est un moyen de nouer un dialogue politique multilatéral de qualité. Chacun a été respectueux des positions de l'autre, chacun a été ferme sur ses convictions. Personne n'est venu baisser son étendard ou son drapeau, pour reprendre un symbole bien connu. Mais on sait très bien qu'il y a quand même un sens des responsabilités et qu'il faut parler aux habitants du Caillou sur leur avenir. Ils vont demander des comptes, on était là pour travailler à leur rendre des comptes aussi à l'avenir. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas une méthode le corps nu qui se pose? Vous êtes parti il y a quelques mois en Nouvelle-Calédonie, malgré la Covid. Vous avez vu des gens, vous avez téléphoné, vous êtes resté en quarantaine même. Et puis on a l'impression qu'ici, vous avez voulu casser cette façon de penser binaire, très française. Nous avons rencontré la rédaction d'Outre-mer 360, nous avons rencontré pratiquement les principaux acteurs, qu'il s'agisse de Rocroi Mittan, Sonia Baquès, Vaima Mouniania, Philippe Dunoyer, tous reconnaissent que le fait de sortir de cette logique binaire a permis une réflexion transverse beaucoup plus féconde. C'est bien ça le jeune ministre de 35 ans qui arrive et qui casse les codes? Enfin, je pense que c'est au-delà de ma personne, c'est qu'il y a une réalité générationnelle. Le président de la République, c'est un jeune quadragénaire. Effectivement, le ministre des Outre-mer a une trentaine d'années. Mon conseiller spécial, Olivier Boucherie, qui suit le dossier de la Nouvelle-Calédonie, c'est un trentenaire également. Donc on a un rapport... Donc vous avez bousculé les vieux? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a un rapport aussi à la colonisation et à la décolonisation qui est sûrement différent. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, je suis un républicain et je crois au projet républicain. Donc forcément, quand je vois que la République a pu parfois abîmer certaines promesses ou faire du mal à un territoire ou à des générations de ce territoire, ça n'amoindrit pas mon amour dans la République, mais ça me rend quand même conscient de voir qu'il y a des choses il y a des blessures à réparer. Bon, déjà quand on commence, parce que ce sont mes convictions, à poser les problèmes de cette façon, oui. Ben oui, il faut savoir d'où on vient. Les accords ne sont que des moyens. Les accords ne sont pas des fins en soi. La fin en soi, c'est que les gens soient heureux. On ne s'engage pas en politique pour faire autre chose que ça. Qu'on soit militant de l'UC, de l'UNI ou FLNKS, ou qu'on soit un militant de Calédonie Ensemble ou de l'Avenir en Confiance, que sais-je, du rassemblement, je pense que tout le monde, à sa manière, cherche à trouver le bonheur de celles et ceux qui habitent sur le Caillou. Bon, non, là, il y a une réalité. Ce n'est pas du jeunisme. Ça serait idiot et stupide. Mais il est clair que j'ai un rapport calme et serein, mais je pourrais le dire aussi, et je le dis d'ailleurs, vous le savez, aux Antillais, sur d'autres sujets qui parfois nous rattrapent, sur la mémoire, sur la réconciliation des mémoires. J'ai une approche qui n'est absolument pas dans le négationnisme de ce qu'a été la colonisation. Et pour autant, je suis très attaché aux valeurs de la République,
Et je pense que la République, elle est belle aussi quand elle est capable de regarder son histoire en face. Et donc ce processus de décolonisation, quelles que soient nos convictions sur cette affaire, oui, non, peu importe, il est unique. Il est unique en France, il est unique dans le monde. Voilà. Et donc c'est bel et bien aussi de réexpliquer à nos concitoyens de l'Hexagone que oui, la France est encore engagée dans un processus de décolonisation qui lui-même est encadré par les Nations Unies. Bah, c'est pas banal, mais ça vaut le coup d'être mené correctement jusqu'au bout. Nous allons y revenir, Monsieur le Ministre. Avant de passer la parole à ma consoeur Éline Ulysse d'Outre-mer 360, juste une dernière petite question. Quel était l'interlocuteur le plus difficile à convaincre au niveau des délégations de la Nouvelle-Calédonie? Déjà, je ne suis pas là que pour convaincre, j'étais là pour écouter. Donc par définition, j'ai essayé au mois d'octobre dernier aussi de passer par des chemins coutumiers pour comprendre un certain nombre d'interlocuteurs kanaks. Parce que je ne suis pas kanak. J'arrive avec ma culture. Mais j'ai aussi une curiosité et véritablement un goût profond pour l'altérité, pour ce que je ne suis pas. Et pour le coup, cette culture kanak, elle ne m'est pas indifférente, loin s'en faut. Loin s'en faut. Et donc, j'ai appris à écouter les silences. J'ai appris à comprendre aussi comment la parole se libérait parfois que tard dans la nuit avec certains de mes interlocuteurs. Et pour le Donc ce n'est pas une affaire de conviction ou de persuasion. Je ne suis pas là pour accrocher le bras de quelqu'un et d'essayer de lui faire comprendre que j'ai raison à l'usure au bout de plusieurs heures. D'ailleurs, je n'y arriverai pas parce que mes interlocuteurs sont beaucoup plus endurants que moi. Non, en revanche, prendre le temps de s'écouter pour essayer de voir au fond, mais sur quoi vous n'êtes pas d'accord? C'est quoi vos vraies lignes rouges au fond pour de vrai? Et inversement, qu'est-ce que vous êtes vraiment venu chercher, non pas tant à Paris, mais dans votre combat? Je pense que ça vaut le coup de régulièrement de poser ces questions parce qu'on s'aperçoit, et on va y revenir j'imagine, mais que les militants du oui, les militants du non ont parfois beaucoup plus de choses en commun qu'on veut bien le croire, ou en tout cas qu'on a bien voulu le dire. Ou peut-être que c'est le cas aujourd'hui, que c'était moins le cas avant et que les choses progressent dans le bon sens. Mais ça, il faut l'avoir entendu et je peux en être un témoin privilégié. Alors, Monsieur le Ministre, les résultats serrés du second référendum et le dossier de la vente de l'usine du Sud avaient conduit à une rupture du dialogue entre loyalistes et indépendantistes. Comment l'État peut-il assurer la pérennité du dialogue que vous avez amorcé? Je vais être honnête avec vous, je pense qu'il n'y a pas eu de rupture du dialogue. Mais il y a eu une rupture du dialogue institutionnel au sens où on l'a toujours connu. Et c'est aussi pour ça que j'ai cassé les codes à Paris. S'il y a une solution sur l'usine du Sud, c'est parce que l'État a été présent. Mais s'il y a une solution sur l'usine du Sud, c'est aussi parce que Jacques Lallier ou Roch Ouamitan ont passé beaucoup de temps avec Sonia Backès à discuter. Ce n'était pas un comité destinataire. Ce n'était pas la comitologie traditionnelle. Il faut savoir l'entendre. C'est que là, il y a des dossiers difficiles sur lesquels il faut respecter les instances telles qu'elles existent pour les processus qui sont en cours. Le comité destinataire se tiendra prochainement parce que l'accord de Nouméa n'est pas terminé et que c'est un comité absolument indispensable pour lequel j'ai le plus grand des respects, pas de problème. Mais on voit bien que sur d'autres sujets, il faut imaginer d'autres chemins. Typiquement, pendant des années, on a toujours dit pas de discussion bilatérale. Les formations politiques indépendantistes, et nous on veut des bilatérales avec l'État. D'ailleurs sur des arguments qui s'entendent. Le processus de décolonisation, c'est avec l'État. Devant les Nations Unies, c'est pas contre les loyalistes. C'est d'ailleurs une belle évolution, ça n'a pas toujours été le cas. Absolument. Mais ils l'ont dit là, ici, l'Union calédonienne à Paris. Nous, Daniel Goa, cette belle image. Il y a vous, il y a nous, il y a la vitre au milieu. Et à nous de lever un peu la vitre. Bon. Il faut créer les espaces pour faire ça. Ces discussions bilatérales, on les mène désormais avec les indépendantistes. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse prendre des décisions de manière bilatérale. Je ne veux pas prendre une décision avec les indépendantistes sans les loyalistes. Je ne veux pas prendre une décision avec les loyalistes sans les indépendantistes. En revanche, avoir des discussions bilatérales pour mieux prendre des décisions, pour avoir des discussions bilatérales, pour avoir des décisions multilatérales, ça a du sens. C'est ce que j'ai fait avec la date sur le référendum. Compétence du gouvernement de la République, pas de compétences liées. C'est le gouvernement qui convoque les électeurs, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai écouté tout le monde, puis dans le calendrier global que nous avons discuté, pour répondre précisément à votre question, il y a eu une vraie discussion, il n'y a pas de consensus. L'Union calédonienne n'a pas validé la date de 2021, mais l'Union calédonienne a compris en convergence ce que nous souhaitions faire dans le calendrier global avec la période de transition qu'ils, eux, demandaient. Ça fait globalement une proposition gouvernementale équilibrée
qui traduit bien les discussions que nous avons eues. Il n'y a pas d'oukase, il n'y a pas de rupture, mais sauf qu'il faut prendre des risques. Et en fait, peut-être sur la question de Luc Laventure, c'est pas la méthode Le Cornu ou Macron, mais j'ai aussi compris que dans ce dossier, il n'y avait pas de risque à prendre de risques désormais. En tout cas, il n'y a plus de risque à prendre des risques. Et ça fait partie aussi du dialogue et de la discussion qu'on doit avoir. Jusqu'ici, l'État a joué un rôle neutre dans l'organisation des précédents référendums. Après le référendum du 12 décembre, vous appelez à une consultation référendaire post-accord de Nouméa. Quelle sera l'implication de l'État dans l'élaboration de cette nouvelle consultation? Depuis le mois d'octobre, je refais ce distinguo qu'on m'a appris en première année de droit. Il y a le gouvernement de la République d'un côté et l'État de l'autre. Et je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, je ne le dis pas que pour la Nouvelle-Calédonie, mais je le dis pour l'ensemble de nos concitoyens d'outre-mer. L'État, c'est une permanence. L'État, c'est la République. C'est ce qu'il apporte, en tout cas. L'État, c'est autant l'Assemblée nationale, le Sénat, que le gouvernement de la République à sa tête, que le chef de l'État, président de la République par ailleurs, cumule ces deux fonctions, en quelque sorte, même si elles se confondent. Mais l'État ne fait pas de politique. L'État appartient à tout le monde, y compris aux indépendantistes. Jusqu'à preuve du contraire, sont citoyens de cette République. Le gouvernement, c'est différent. Le gouvernement, il est responsable devant une majorité à l'Assemblée nationale. Il peut prendre des initiatives politiques. C'est ce qu'on a fait cette semaine. Et donc, pour répondre à votre question, l'État continuera d'être neutre. Pour l'organisation du 3e référendum, évidemment, mais même par la suite. Il est un partenaire neutre. Que le gouvernement de la République, lui, puisse exprimer des préférences ou des orientations politiques, au même titre qu'un député ou un sénateur, avec sa légitimité démocratique, peut le faire, ça, c'est dans l'ordre des choses. Et je pense que cette distinction, elle n'est absolument pas théorique. Et c'est très important de la reconvoquer dans ce dossier, sinon on ne comprend pas le rôle de chacun. Très bien. Alors, en cas de oui, le nouvel État et la France vont entamer une période de transition pour le transfert des compétences. Lors de cette semaine calédonienne, avez-vous, lors des échanges notamment avec les partenaires calédoniens indépendantistes notamment, ressenti chez eux la volonté d'aller vers un partage de ces compétences régaliennes? Je pense que chez les indépendantistes, si on cherche vraiment à comprendre le combat d'émancipation pour eux-mêmes en tant que personnes et pour l'ensemble des Kanaks à travers l'histoire, et notamment l'histoire récente, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème de liberté. Et cette liberté passe pour eux par la pleine souveraineté. Par ailleurs, moi, en tant que républicain, je considère qu'il y a d'autres voies pour arriver à cette émancipation. Et ça, c'est un dialogue politique de bon niveau. Et d'ailleurs, il a commencé à avoir eu lieu autour de la table. L'Union calédonienne est venue avec un document, on ne peut pas ne pas le voir, foisonnant, riche, dans lequel il y a des choses sur l'accession à la pleine souveraineté. Ils en sont des militants intraitables, donc ça, il faut le respecter. Enfin, de l'autre côté, il y avait beaucoup de choses sur les inégalités sociales, des craintes liées au réchauffement climatique, des enjeux liés à la fiscalité, des craintes aussi sur l'avenir du nickel. Enfin, on ne peut pas ne pas voir que le processus de décolonisation de l'accord de Nouméa, c'est aussi tout ça. Donc pour répondre précisément à votre question, la question des compétences, il y a deux sujets. Il y a les compétences vis-à-vis de l'État, mais cette question, pardon, c'est pas aux indépendantistes qu'il faut la poser le plus, c'est aux loyalistes. Et je leur ai dit, ils le savent. C'est pas indépendantiste d'un côté, non indépendantiste de l'autre. Vous avez des indépendantistes d'un côté et des autonomistes de l'autre. Et vous avez les gens qui militent pour le non, conversation que j'ai souvent avec Thierry Santard ou Sonia Baquès, pour ne citer que ces deux responsables politiques-là, défendent l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'interroge aussi cette autonomie-là, pas parce que je suis contre. On a bien vu que la livraison de vaccins gratuitement par la France, par l'État, ou même encore les mesures de soutien financier importants que nous allons faire pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on voit bien que l'autonomie, elle a été imaginée quand la mer était calme. Quand on se prend un énorme choc comme une pandémie mondiale, le principe même d'autonomie, quand même, il bouge un peu. Alors, est-ce qu'il faut remettre en cause le concept ou le principe? Moi, je n'y suis pas favorable, donc je rassure tout le monde. Je dis juste que cette question d'organisation des compétences entre l'État et l'archipel, c'est une question autant pour les indépendantistes que les autonomistes. Puis enfin, il y a la question de la répartition des compétences entre les différents strates. Il y a des maires, il y a des provinces, il y a un gouvernement, il est collégial. Ce n'est pas le cas en Polynésie française. Vous avez à peu près des organisations qui sont similaires, mais ce n'est pas un gouvernement collégial.
Édouard Fritsch, ses ministres, c'est sa majorité responsable devant l'Assemblée de la Polynésie. Donc, est-ce que les institutions calédoniennes, elles peuvent avancer, évoluer dans le temps, si les forces politiques, les formations politiques calédoniennes le souhaitent? Nous, on l'accompagnera. En tout cas, j'ai reçu le Monde économique ce matin, ils ont un seul mot, hein, stabilité, visibilité. En tout cas, il faudra aussi qu'on ait un schéma institutionnel qui traduise cela. En d'autres termes, est-ce que, par exemple, ça a été beaucoup discuté, la question de l'État associé ou l'accord de libre association a été évoquée lors de cette semaine. Mais je pense que la méthode que j'ai proposée, elle va permettre de travailler sereinement sur tout ça. Qu'on le veuille ou non, il y a un 3e référendum. Il aura lieu le 12 décembre prochain. Il sera binaire, mais ce qui ne veut plus rien dire, parce qu'un référendum, il y a forcément 2 réponses, donc c'est forcément binaire. C'est oui ou c'est non. On a éclairé le oui, on a éclairé le non, très largement, avec le document qu'on va continuer à travailler avec un certain nombre désormais aussi de monde du secteur économique ou social. Le oui vaudra quand même pleine souveraineté, qu'on le veuille ou non. Le non voudra maintien dans la République, qu'on le veuille ou non. Il faudra accepter ce résultat. Et l'État l'acceptera, pour revenir aussi à la neutralité de l'État. Nous, on prendra le résultat tel que les électeurs vont bien vouloir nous le donner. En revanche, une fois qu'on a ce oui sur la table, est-ce que c'est un oui de rupture totale avec la République ou est-ce que c'est un oui dans lequel le nouvel État a envie de nouer un lien particulier avec la République française? C'est en cela que cette période de transition permettra de le faire. Mais pardon, de l'autre côté, si le non l'emporte, vous aurez de nouveau cette période dans laquelle on s'interrogera sur le degré d'autonomie, on s'interrogera aussi sur l'avenir du processus de décolonisation. C'est pour ça que je me suis engagé au nom de la République à la demande de l'Union calédonienne. C'est une des buts de guerre, si j'ose dire, de l'Union calédonienne, pour le coup, en venant à Paris. C'est est-ce que pendant cette longue période, la République française, l'État peut retirer la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays à décoloniser? Nous nous sommes engagés à ne pas faire de demande de retrait de cette nature tant que le processus n'est pas terminé jusqu'en 2023. Ça veut dire que le oui et le non, ce sont désormais un référendum d'orientation, mais produisant des effets juridiques irréversibles. La pleine souveraineté, ça c'est l'accord de Nouméa. Derrière, il faudra voir ce que voulait dire ce oui, il faut voir ce que dit ce non. On n'a pas pu faire ce travail avant, c'est ainsi. Il faudra donc le faire après dans cette période de stabilité et de convergence. Justement, si le oui, en cas de victoire du oui, la France peut envisager, si la demande est faite par les partenaires, de maintenir une nationalité unique ou s'orienter vers une nationalité comme on connaît pour les îles Cook, notamment avec la Nouvelle-Zélande. Enfin, là-dessus, je pense qu'il faut sortir de toute forme d'ambiguïté. Un pays qui accéderait à sa pleine souveraineté ne peut pas avoir... Enfin, c'est quoi une souveraineté? Un territoire, une population, pour faire vite. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour faire très vite. Ça serait bizarre que l'intégralité de cette population ait une citoyenneté d'un autre pays souverain. Enfin, soit on pousse l'indépendance et il y a cette idée d'indépendance, et il peut y avoir de la binationalité en fonction de certains critères à voir, qui peut valoir pour un certain nombre de personnes. On ne dit pas que ça n'existe pas, ça serait faux, ça serait mentir. Ça existera dans le cas de figure que vous décrivez. Mais dire que l'intégralité de la population de Kanaki indépendante serait citoyen de la République française, surtout qu'il n'y a jamais eu de discussion de ce type au sens opérationnel, de négociation, ni avant le premier référendum, enfin, ni pendant tout l'accord de Nouméa, ni avant le premier, ni avant le deuxième, et en dépit de mes efforts, ni avant le 3e référendum, personne ne peut s'engager là-dessus. Donc celles et ceux qui diront qu'en Nouvelle-Calédonie, en cas d'indépendance, l'intégralité de la population aurait accès à la citoyenneté française, quoi qu'il arrive, ad vitam aeternam, ceux qui s'engagent le font sans aucune forme de légitimité pour le faire, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement et le Parlement de la République qui le décident, et jusqu'à preuve du contraire, il n'en est pas question. Donc ça, voilà un exemple très concret de clarté sur lequel il faut dire les choses très clairement, pas pour prendre parti pour un camp plutôt qu'un autre, et d'ailleurs moi j'appelle l'autre camp à ne pas instrumentaliser ce sujet-là. J'ai dit le droit, j'ai dit la position de l'État, tout simplement. Alors, en cas de non, il faudra là aussi ouvrir une nouvelle période de transition pour préparer un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il s'agira toujours d'un accord faisant l'objet d'un article transitoire au sein de la Constitution ou bien d'un vrai statut définitif pour la Calédonie qui rejoigne les autres territoires des articles 72 et 73 ? On va traduire ça aussi pour celles et ceux qui nous regardent parce que c'est redoutablement
complexe quand même, On rentre dans un détail constitutionnel. qui est Absolument. fondamental. Voilà. Mais Oui. bien souvent, je me méfie aussi de ce débat d'experts qui parfois intéresse les élus, quelques techniciens, les journalistes, les ministres, et puis on oublie la population. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est dans des dispositions qui sont forcément transitoires. Alors, si le oui l'emporte, évidemment, la pleine souveraineté crée une rupture avec la République, moyennant la phase de transition que nous avons établie tous ensemble cette semaine. En cas de non, c'est pareil. Il n'y a pas de rupture sur la souveraineté, donc le système perdure, mais il est forcément transitoire. L'accord de Nouméa, il sera terminé. Et vous avez des dispositions dont le juge constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme a toujours considéré que certaines discriminations, par exemple, ou restrictions, n'étaient acceptables que dès lors qu'elles étaient bornées dans le temps. Typiquement la question du corps électoral ou la question de certains droits de priorité sur, par exemple, des emplois. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il n'y aura pas une autre version d'un corps électoral, mais le statu quo fermé, gelé comme cela, le juge constitutionnel comme la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, on parle de l'ONU souvent, il faut aussi entendre ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas rien, dit tout ça était acceptable à la seule condition, ça ne dure pas indéfiniment. L'accord de Nouméa arrivant à sa fin, ça ne pourra pas durer indéfiniment. Là aussi, il faut le dire avec la plus grande déclarté, la manière la plus respectueuse qui soit, tout le monde le sait au fond, enfin il est temps de le redire. Monsieur le ministre, merci de nous avoir répondu dans le détail à toutes ces questions. Nous avons essayé de rencontrer tout le monde, vous en dernier, pour, j'allais dire, mettre un point d'orgue, mais ce n'est pas un point d'orgue, parce que j'aimerais revenir sur une de vos phrases. Il y a 2 semaines à peu près, vous étiez au Sénat. Ça m'arrive d'y être. Et régulièrement. Et vous avez dit, jusqu'où faut-il adapter le droit et le modèle républicain pour que la Nouvelle-Calédonie reste française? Alors, certains commentateurs n'ont pas relevé tellement cette phrase, pour ne pas dire ce point d'interrogation. Est-ce que vous avez conscience que vous ouvrez une autre voie aux autres départements français? Je ne dis pas que pour les départements français d'outre-mer, mais pour l'ensemble des départements français qui réclament plus de décentralisation, plus d'espace, plus d'aération. Et plus d'égalité aussi. Est-ce que ce n'est pas le côté transgressif, le cornu? Sur la Nouvelle-Calédonie, mais je vais vous répondre avec beaucoup de franchise. Sur la Nouvelle-Calédonie, c'est une vraie question que j'ai posée à mon aile droite au Sénat. Oui. Parce que les LR, que je connais bien pour en venir, ont toujours été dans l'idée la France ne doit pas se rétrécir. Clairement, c'est une formation politique qui a toujours fait campagne pour le non et qui s'est inscrit quand même dans une mobilisation très forte pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. C'est bien leur droit le plus strict. Comme d'autres formations politiques ont pu... c'est leur droit le plus strict. Vous aussi. respectez ces 2 droits. Mais, je le dis quand même, cette affaire de corps électoral, déjà, était quand même une alerte. C'est-à-dire qu'on a des valeurs républicaines. L'accès, à la qualité d'électeur ou de citoyen, et l'égalité devant le suffrage, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Révolution française, en est un. Bon. Donc, jusqu'à quel point notre corpus de valeurs républicaines, qui sont le fondement même des principes fondamentaux des lois de la République, enfin, tout ce que le juge constitutionnel, ou le Parlement d'ailleurs, lui-même, les libertés, etc., pour que ça reste français, c'est une question que j'ai posée à mon aile droite, jusqu'à quel point vous êtes prêts à ce que l'on ouvre et torde certains principes constitutionnels pour que ça reste français? Je n'ai pas la réponse, mais je pose la question à dessein parce que personne ne m'y répond. Et je vois bien sur le corps électoral, plus personne n'assume les décisions du président Jacques Chirac ou du président Sarkozy, parce que si c'est produit, c'est qu'il y a eu une révision de la Constitution quelque part, et si c'est en place, c'est qu'il y a bien quelques lois organiques quelque part. Donc il y a forcément des députés, des sénateurs qui l'ont voté à un moment donné. J'ai du mal à les retrouver, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'assume ça. Donc ça, c'est mon premier point, c'est pour que ça reste français, celles et ceux qui veulent que ça reste français, jusqu'à quel point sont-ils prêts à concevoir une adaptation qui pourrait être en rupture avec ce que la République peut promouvoir par ailleurs. Ce n'est pas une question qui est médiocre, et d'ailleurs je crois qu'un certain Édouard Philippe l'avait déjà évoqué publiquement. La deuxième des choses, sur les autres territoires d'outre-mer, je vais vous surprendre là encore, mais enfin peut-être pas.
je suis quand même frappé de voir que les questions institutionnelles nous ont fait perdre parfois beaucoup de temps. Alors on est en période de réserve, il y a les élections en cours dans les territoires de l'océan Indien et de la Caraïbe, donc je ne veux pas être trop bavard, on pourra avoir ce propos avec les nouvelles équipes régionales, départementales ou territoriales. Enfin, pendant qu'on a beaucoup parlé des questions institutionnelles, il fallait sans doute le faire, la création par exemple de la collectivité territoriale de Martinique, prendre cet exemple, c'est vrai que pendant ce temps-là, on parle peut-être moins économie, chômage, pouvoir d'achat, capacité à la jeunesse à s'insérer, accès aux soins. Je me méfie, et c'est le politique qui vous parle, je suis élu moi-même. De la querelle d'experts. Je fais attention. Les questions institutionnelles n'ont de sens que si elles permettent véritablement de rendre mieux le service public ou de mieux entendre nos concitoyens ou de mieux les associer et de faire bouger les dossiers. Mais les questions institutionnelles, pour les seules questions institutionnelles, parfois j'ai le sentiment quand même qu'on tourne un peu en rond. Donc ça, je fais attention à ça. Donc de la liberté, oui. De la différenciation territoriale, à fond. Pardon, regardez comment j'ai géré le Covid en Outre-mer. On n'a pas eu une gestion similaire d'un territoire à l'autre. Parce que évidemment le virus ne circulait pas complètement à la carte. Donc ça veut dire qu'à périmètre constant de notre droit, on est capable d'organiser ces choses-là à la carte. Mais je ne veux pas non plus que dans le mandat qui va s'ouvrir là pour les régions et les départements ou les collectivités territoriales, les mairies, ça y est, sont installées pour 6 ans. Maintenant, il reste encore 5 ans devant elles. On a une élection présidentielle l'année prochaine. Moi, je vais aussi laisser beaucoup de place au champ économique, social, et vous en savez quelque chose, culturel, parce que les questions mémorielles, elles ont aussi du sens dans les autres territoires. Elles sont source de réconciliation, elles sont racinaires, elles permettent aussi de trouver le sens que l'on a. Mais moi, je préfère un grand débat sur comment on lutte contre les évasions de jeunes de Martinique ou de Guadeloupe, comment on fait revenir des jeunes dans les Antilles. C'est un débat qui me semble autrement prioritaire à beaucoup d'autres. C'est mon avis, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Monsieur le ministre, juste pour terminer, cette fois-ci ce sera la dernière question. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Je dis bien dans la méthode Le Cornu et un peu Le Cornu-Macron, lié probablement à votre jeunesse, j'allais dire votre jeunesse insolente. Le fait que vous ayez, pardon, monsieur le ministre, mais le fait que vous preniez des risques. Par exemple, vous avez une botte secrète. Tous les interlocuteurs sont là à Paris. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites venir un général pour parler de l'axe Indo-Pacifique, alors que jusqu'à présent, c'était presque sacré, secret, on n'en parle pas, on chuchote, on en parle entre experts. Et vous dites, indépendantistes, non-indépendantistes, tous ceux qui veulent, voilà les enjeux, et vous êtes tous autour de la table. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Je pense que tout le monde peut comprendre une vérité, pour mieux dire ensuite qu'on n'est pas d'accord. Mais les gens se rendent bien compte quand on fait de la langue de bois, ou quand on répond à côté, ou lorsqu'on était normalement silencieux. Mais faire venir un général... Le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui mieux que lui peut faire un point précis sur les enjeux géostratégiques dans le Pacifique Nord et Sud? Qui mieux que lui peut faire un état précis de ce que sont nos capacités militaires, maritimes ou aériennes dans cette zone du globe? Qui mieux que lui peut établir des éléments de comparaison sur le passé ou sur ce que nous avons pu conclure? L'exemple de Djibouti, où revenons toujours, général Lecointre a expliqué que la Nouvelle-Calédonie, pour à peu près 65 raisons, ne peut pas se comparer à Djibouti sur le volet stratégique ou sur des accords de défense potentiels. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut poser la question à ceux qui savent, tout simplement, et apporter cette réponse. Et tout le monde le comprend très bien. Ce que je veux vous dire, c'est que, en conclusion, vous faites confiance à la République, ce qui me paraît normal, mais vous faites confiance à ceux qui seraient d'accord pour laisser la République. Vous faites confiance à leur... Je respecte leur combat. C'est pas plus compliqué. Et pour autant, j'ai pas le caractère pour incarner un État faible. Donc au bout d'un moment, même quand c'est pas la date forcément qui fait consensus, avec le président de la République et le Premier ministre, on tranche la date. Parce qu'on n'est pas là pour incarner un État faible. Néanmoins, il faudrait vraiment manquer de culture et d'empathie pour ne pas comprendre d'où vient aussi le combat des indépendantistes. Et inversement, il faudrait manquer de culture et d'empathie pour ne pas comprendre la peur que peuvent vivre un certain nombre de nos concitoyens qui sont attachés à la République et qui veulent que ça reste français. Et pas que pour des raisons
économiques, financières, de vie quotidienne, mais parce que ce sont leurs histoires. Donc, je pense aussi qu'il faut essayer de comprendre un peu les gens, tout simplement. Et vous demandez à tout le monde de participer à cette nouvelle écriture de l'histoire de France. Il faut qu'en tout cas, chacun y prenne sa part. Il faut que chacun y prenne sa part. Ça ne viendra pas d'en haut, ça ne viendra pas de Paris. Paris peut arriver de temps en temps avec sa burette d'huile pour essayer de faire en sorte que tout ça fonctionne un peu. Paris doit prendre ses responsabilités quand ça part dans le décor. On l'a fait sur l'usine du Sud, y compris sur l'ordre public, parce que la République, c'est l'état de droit. Enfin, on ne peut pas respecter les libertés. Enfin, je veux dire, donc, si on veut défendre ces libertés, il faut de l'ordre. C'est cet ordre républicain que moi je défendrai toujours, avec un état de droit. Enfin, si on parle projet, c'est aussi à celles et ceux qui vivent dans l'archipel de prendre leur destin. Parce que le fameux destin partagé, c'est par définition un effort à faire sur soi-même. Monsieur le ministre, merci. Merci. Merci beaucoup.